Les S3PI ont été créés à partir des années 70 pour répondre à des préoccupations locales et faciliter le partage d'informations sur l'environnement, la pollution et les risques industriels. Au nombre de 15, ils permettent de capitaliser les expériences, mutualiser les savoirs, favoriser l'échange et le dialogue entre les parties prenantes. Leur mission première consiste à prévenir, anticiper et mener en toute transparence des opérations d'information, de concertation et d'accompagnement. Mobilisés pour la prévention des risques et mobilisables en post-accident industriel majeur, les S3PI œuvrent aussi dans d'autres domaines comme la prévention des pollutions et des nuisances. Il permet d'identifier les points de blocage, confronter les points de vue, afin de co-construire des solutions pour réduire l'impact environnemental de l'activité humaine. Lieu d'échange dans un climat de confiance, il facilite l'accès pour tous aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent leurs réflexions et décisions. Il rassemble les différents acteurs des territoires autour d'une même problématique et permet de décloisonner les sujets. Véritable table ronde, territoriale ou opérationnelle, les S3PI ont un rôle d'impulsion, d'orientation et sont force de proposition. Aujourd'hui, les S3PI ont pour ambition de participer à la transition écologique, énergétique et économique des territoires. Ils mènent des études et encouragent les bonnes pratiques dans les domaines industriels et environnementaux. Ce sont de véritables atouts pour les territoires. Les S3PI sont prêts à relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour rester précurseurs dans l'information et la concertation en matière d'environnement et de développement durable. Pourquoi nos vies seront-elles demain encore plus rythmées qu'aujourd'hui? C'est l'énigme de ce webinaire. Réponse, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, en fin du webinaire. Bonjour à tous, je me nomme Jean-Marie Lécu, je suis le responsable du S3PI de l'Artois et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire pour faire un point d'étape sur le projet de Gigafactory de batterie. Ce projet, comme vous le savez, est un projet porté par la société automotive Cell Company, dite ACC, et va s'implanter sur les territoires de Villiers-Berclos-Douvrin. C'est un projet de plus de 2 milliards d'euros pour le territoire. Vous êtes de l'ordre de 340 à vous être inscrits à ce webinaire et je vous en remercie très chaleureusement. En termes géographiques, vous êtes 65% à être de la région des Hauts-de-France et 35% de la France hors région. Mais on a aussi recensé à travers les inscriptions, les participants, des étrangers, des Belges, des participants du Royaume-Uni, de la Suisse, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Canada, de l'Italie, etc. C'est donc en quelque sorte un webinaire international. En termes de catégories socio-professionnelles, vous êtes 42% d'industriels, 11% de collectivités territoriales, 9% de représentants d'État, 8% d'associations, 9% de bureaux d'études, 21% autres, c'est-à-dire universitaires, quelques journalistes, des salariés, des particuliers, des retraités. Alors, s'agissant des modalités pratiques d'organisation de ce webinaire sera enregistré et sera diffusé ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Pour des raisons de flux de données, vos micros et caméras sont donc d'office, on va dire, fermés, coupés. Vous avez des onglets en bas à gauche de votre écran destinés aux échanges dans le cadre de ce webinaire, un onglet d'échange, on va dire, de chat, où vous pouvez faire vos remarques, et un onglet où vous pourrez poser vos questions auxquelles il sera répondu en direct, et certaines de ces questions pourront faire l'objet d'expression orale au moment des temps d'échange prévus à cet effet dans le cadre de ce webinaire. Comme dit précédemment, et pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce que ce projet majeur pour le territoire de Gigafactory
nécessite un point d'étape. Beaucoup de choses se sont passées depuis un an. Et donc, il est donc effectivement, il a été judicieux, proposé d'ailleurs par la sous-préfète, par Madame la sous-préfète de Béthune, de faire ce point d'étape après, on va dire, vraiment pas mal de choses réalisées sur ce territoire. Alors, parmi ces choses, on peut citer, et ça nous fait plaisir, le webinaire du 28 janvier dernier, qui a réuni 373 participants et dont la vidéo, le replay sur notre chaîne YouTube, a été vue plus de 800 fois. Il y a eu ensuite la concertation, ça je pense que Mme la sous-préfète y reviendra longuement, qui a duré 2 mois, beaucoup d'échanges également à cet effet. Il y a eu le bilan des garants de la concertation de la Commission nationale des débats publics, réalisé en mai, et l'ensemble des productions qui ont été réalisées durant cette période dense et riche en échanges a été entièrement cumulé sur le site internet www.concertation-acc.fr. Il y a eu ensuite, à partir de juillet, le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, l'avis de l'autorité environnementale en août de cette année, puis l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 septembre au 8 octobre de cette année. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs remis son rapport hier, et il sera d'ailleurs aujourd'hui parmi nous, parmi les participants. Sur un autre plan, on peut dire aussi que la région s'est fortement mobilisée autour de la dynamique, on va dire, batterie, afin de constituer une véritable filière de batterie dans la région. Et j'en veux pour preuve l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en février de cette année, qui a été un succès. Nous y reviendrons dans le cadre de ce webinaire. Il y a eu également la création d'une sorte de vallée de l'électrique par le territoire de Béthune, et ça aussi nous y reviendrons. Et il y a eu bien sûr le début de la structuration d'une recherche et développement régional dans le domaine des batteries. Alors aujourd'hui donc deux grandes parties à ce webinaire. La première grande partie concerne un point précis du projet avec le bilan de la concertation, de la Commission nationale des débats publics, des actualités sur l'évolution du dossier, et ce point-là fera l'objet de discussions avec Chantal Ambroise, sous-préfète de Béthune, Yann Vincent, CIO d'ACC, et Frédéric Andrzejewski, le responsable de l'unité départementale de l'Adrial de l'Artois. Il y aura donc un temps d'échange pour les questions-réponses. Et en deuxième partie, nous évoquerons la structuration de la filière batterie en région, avec notamment le retour de l'appel à manifestation d'intérêt de la région. Nous évoquerons la vallée de l'électrique avec la Cabalère. Et plus concrètement, nous parlerons des 2 projets de R&D qui vont se dérouler au niveau du CRITEM2A et du CREPIM. Mais avant d'en rentrer dans le vif du sujet, Frédéric Motte, qui est membre exécutif du Conseil régional et qui est nouveau président de la Dynamique REF 3, a tenu à saluer nos travaux. Il ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, et donc nous a envoyé une capsule vidéo que je vous propose de regarder. Bonjour, je suis Frédéric Motte, membre de l'exécutif du Conseil régional et en charge de la transformation économique de notre région et de l'ambition REF 3 qui vise à fédérer toutes les initiatives pour atteindre la décarbonation en 2050. Vous le savez, Xavier Bertrand le dit souvent, ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, mais les entreprises. À nous de créer l'écosystème qui va bien pour les aider dans leur développement. Vous le savez également, notre région est la première région automobile de France. Notre ambition, c'est d'être encore la première région demain avec les nouvelles mutations, les nouveaux modes de déplacement et d'énergie. C'est pour ça que dès le début, le Conseil régional a soutenu le projet ACC. Mais plus que le projet que nous soutenons, c'est évidemment tout un écosystème qui mobilise le territoire, qui mobilise les sous-traitants, qui mobilise nos structures de formation. C'est parce que c'est tous ensemble que nous allons relever ce défi. Aujourd'hui, vous vous réunissez pour faire un point d'étape. Les choses avancent, il y a encore beaucoup de challenges à relever, mais nous savons combien il est important de pouvoir se retrouver pour avancer tous en même temps. Je le disais, c'est tous ensemble que nous gagnerons ce défi de la décarbonation, ce défi des nouveaux modèles économiques dans l'automobile et ce projet de l'implantation de ACC. Donc bonne réunion à tous,
Bien évidemment, nous suivons tout ça de très très près et j'aurai l'occasion prochainement de venir échanger avec vous. Bonne réunion. Alors, je me tourne à présent vers Madame la sous-préfète de Béthune. Donc, Madame la sous-préfète, vous avez depuis un an beaucoup agi et beaucoup œuvré donc, dans le cadre de ce projet ACC. En un an, s'est passé beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de réunions. Vous avez notamment suivi avec assiduité la concertation de la CNDP. Vous avez également, pris connaissance du bilan des garants. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur toute cette dynamique, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Merci au S3PI pour son accueil et pour ce point d'étape autour du projet d'ACC. Je voudrais tout d'abord rappeler le contexte qui est celui du sommet mondial sur le climat, COP26, qui se poursuit à Glasgow. Cette COP26 rappelle que la production de gaz à effet de serre dans le monde est de plus de 4%. En France, ce taux est de 8% au premier trimestre 2021, soit au même niveau qu'avant la crise. Dans le plan France 2030, annoncé par le président de la République, 30 milliards d'euros seront dégagés pour financer les mesures concernant les secteurs de l'économie fortement émetteurs de gaz à effet de serre, pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, le disait très récemment que l'origine des émissions de CO2 provient pour un tiers des transports, dont la moitié due aux véhicules des particuliers. La volonté du gouvernement est d'électrifier ces véhicules particuliers qui émettent 4 fois moins de CO2 que les véhicules thermiques, dont on sait que la fin est programmée en France à l'horizon 2040. Le territoire national a connu ces dernières années une délocalisation importante de l'industrie automobile. La France souhaite accueillir de nouvelles industries pour favoriser la production locale, d'autant que le secteur automobile prévoit la vente en France de 10 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Le projet est porté par ACC, coentreprise créée par Stellantis et Total Energy via sa filiale Saft, et rejoint depuis peu par le constructeur allemand Mercedes-Benz, vise à constituer en Europe une filière de production de batteries pour véhicules électriques. Ce programme, créateur de nombreux emplois, à la fois directs et indirects, a pris son envol, avec tout d'abord l'inauguration, le 28 septembre dernier, d'un centre de recherche et de développement à Bruges. ACC aura l'occasion d'y revenir par la voix de son directeur général Yann Vincent. Ensuite, la création donc d'une ligne de test pilote à Nersac en Charente qui prévoit un début de production de pré-série fin 2021. Nous y sommes presque. Et puis surtout, la fabrication d'une gigafactory à Douvrin sur l'arrondissement de Béthune, dans la zone économique du Siziaf, avec plusieurs tranches construites jusqu'en 2029. La vocation d'ACC est de produire des batteries, au départ pour PSA Stellantis, à terme pour d'autres constructeurs automobiles, pour devenir le projet européen de l'Airbus des batteries. L'investissement de Douvrin est de l'ordre de 500 millions d'euros pour la première ligne de production, ce qui a donc conduit à la saisine de la Commission nationale du débat public. Il s'agit d'une première pour ce type de projet. Cela démontre bien l'importance des investissements sur Douvrin. Aujourd'hui, ce second webinaire, après celui qui a donc été organisé en janvier, permet de faire un point d'étape du calendrier et des prochains rendez-vous à venir afin de poursuivre l'information et la concertation. Pour mémoire, une concertation préalable qui s'est déroulée sur 2 mois au printemps dernier a constitué un travail d'ampleur pour échanger avec le public et les acteurs du projet sur les enjeux stratégiques du programme prévu à Douvrin. Cette concertation préalable
a donné lieu à des demandes de précision et de recommandations formulées lors du bilan des garants en mai dernier. L'attention de l'État a été appelée sur différents points. Il s'agissait de recueillir, pour nous, il nous était demandé de recueillir le témoignage d'ACC à la fois sur son expérience et sur le processus de la concertation et de sensibiliser les acteurs à travers des rendez-vous d'échange. Et donc, nous y sommes. C'est bien l'objet de ce webinaire. L'État réaffirme que la transition écologique de la filière automobile passera par le déploiement de la mobilité électrique. Cela s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Lors du bilan des garants, l'État a été invité à utiliser la matière de la concertation préalable pour contribuer au scénario de transition 2050. Sur ce point, l'ADEME est en contact régional et national avec le porteur de projet ACC afin de l'accompagner sur les thèmes de la transition énergétique, de l'économie circulaire ou encore des transports de marchandises. La Commission nationale du débat public a également appelé l'attention sur la création d'une filière de recyclage des batteries, axe sur lequel la région Hauts-de-France a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour porter une filière dans un processus de recyclage des batteries. Enfin, dans le cadre de ce projet ACC, une attention particulière est demandée sur l'emploi et la transition juste, de manière à ce que la transition énergétique ne se fasse pas aux dépens de la transition sociale. Les acteurs de l'emploi, tels que le Pôle emploi local, ont été sollicités par ACC et se sont engagés dans une démarche de co-construction sur les compétences et les parcours pour anticiper les recrutements à venir. Les services de l'État, ceux de la région, de la communauté d'agglomération, l'ensemble des services de l'emploi, les chambres consulaires, les organismes de formation, les entreprises se mobilisent pour anticiper les formations et les besoins en compétences sur les nouvelles filières en matière de transition écologique et numérique. Tant dans le monde universitaire pour les emplois supérieurs que dans les formations professionnelles, l'enjeu de la formation est crucial, vous l'aurez compris. Il doit intégrer les nouveaux entrants sur le marché du travail et ceux qui portent un projet de reconversion professionnelle. Concrètement, les créations d'emplois annoncées par ACC s'étaleront dans un temps qui s'étalera jusqu'à 2030 et intégreront ces enjeux de formation et de reconversion. Dans le cadre du pilotage local de ce projet, la mobilisation des services de l'État en tant que facilitateur s'est poursuivie en associant le porteur de projet et l'ensemble des services concernés lors de rendez-vous qui se sont tenus régulièrement depuis plus d'un an. Différentes étapes ont été franchies ces derniers temps. D'abord, la demande d'autorisation environnementale unique, elle a été déposée en août dernier par ACC. Elle a été suivie d'une enquête publique qui s'est achevée le 8 octobre. Le rapport du commissaire enquêteur, qui a été remis un mois après, a été donc remis hier, 8 novembre. L'arrivée de la Gigafactory ACC montre l'engouement et les possibilités offertes par notre territoire labellisé territoire d'industrie. Ce projet constitue une formidable opportunité pour l'agglomération de Béthune-Bruay d'approfondir sa réflexion sur la création d'une vallée de la batterie en lien avec les centres de recherche locaux du CRITEM-2A et du CREPIN. Ce projet s'inscrit dans une volonté aussi bien locale que nationale de faire de notre territoire une vitrine de l'électromobilité. Plus globalement, on constate que le renouveau industriel
est en plein essor dans la région des Hauts-de-France, avec le projet de Renault Électricité, qui regroupe des usines de Douai, Maubeuge et Rouy, qui se trouvent sur l'arrondissement de Béthune. Pour conclure ce premier échange, nous souhaitons que ce rendez-vous atteigne son objectif et que les divers échanges puissent enrichir la réflexion au service de la souveraineté industrielle de notre pays. Je souhaite donc la parole aux représentants d'ACC pour évoquer les avancées de ce projet très concrètement. Merci bien, Madame la sous-préfète. Bonjour, très bien. Donc, je vais vous dire quelques mots sur où nous en sommes effectivement à peu près 1 an après. J'évoquerai les enseignements que l'on a pu tirer de la concertation. Et puis enfin, je terminerai par un point sur les prochaines étapes. Alors, je dirais que, planche suivante, ce que nous avons fait au cours de l'année, c'est exécuter notre feuille de route. C'est très simple. Nous réalisons ce que nous avons dit que nous allions faire. Je dirais que l'événement nouveau à souligner tout particulièrement, c'est l'annonce de l'entrée au capital de Mercedes. Donc cela a été annoncé à la fin du mois de septembre. Et donc, lorsque cette entrée au capital aura été validée par les autorités de tutelle, les autorités européennes, avec l'antitrust, etc., ce qui devrait se faire d'ici quelques semaines, notre capital sera constitué à hauteur de 1/3 Saft Total, 1/3 Stellantis, 1/3 Mercedes. C'est évidemment cette entrée au capital d'un constructeur aussi prestigieux que Mercedes est une formidable crédibilisation de notre projet. Et c'est aussi extrêmement important à 3 égards. Premier point, vous savez que nous sommes en train de construire une industrie qui fondamentalement n'existe pas en Europe, qui existe en Asie. Il s'agit pour construire cette industrie d'attirer des talents, et le fait d'avoir Mercedes à notre capital renforce notre activité, notre attractivité. Premier impact favorable. Le deuxième impact favorable, c'est que à l'occasion de cette entrée au capital, nous avons revisité notre feuille de route capacitaire. Là où il y a 1 an, nous prévoyions d'atteindre 48 gigawattheures en 2030, désormais notre feuille de route avec ce nouvel actionnaire prévoit que nous atteignions 120 gigawattheures en 2030, donc une multiplication finalement par 2,5. Troisième impact très favorable, et qui est la conséquence de cette révision de la feuille de route capacitaire, c'est l'impact vis-à-vis de nos fournisseurs. Il est évident que le fait d'acheter plus va nous permettre d'avoir des prix plus compétitifs et donc, ce faisant, de permettre une amélioration de notre propre compétitivité. Planche suivante. Alors, pour vous, quelques mots sur où nous en sommes après 1 an. On est un petit peu plus de 300 employés aujourd'hui. En moyenne, une nouvelle personne rejoint ACC chaque jour. C'est évidemment un challenge important eu égard à la contrainte sanitaire qui continue à peser sur nous, mais je pense que nous y arrivons à peu près bien à intégrer des personnes qui sont extrêmement enthousiastes. Nous avons sécurisé 2,8 milliards de fonds, 1,5 milliard en capital, 1,3 milliard en aide des États et des collectivités territoriales françaises et allemandes. Nous avons d'ores et déjà la possibilité, avec les 2 contrats que nous avons gagnés, de remplir 2 blocs de Gigafactory, donc, et de produire 26 gigawattheures. Et puis enfin, nous avons désormais, depuis quelques semaines, cela a été indiqué par Madame la sous-préfète, notre centre de recherche et développement, d'où je vous parle, qui est opérationnel. Alors, je voudrais vous présenter à cette occasion-là un petit film qui retrace ce qui s'est passé au cours de cette année et que nous avons diffusé à l'ensemble de notre personnel il y a quelques jours de cela.
ce webinaire. Alors, quelques mots maintenant sur les enseignements de la concertation qui s'est effectivement achevée. Vous vous souvenez que nous avons engagé cette concertation le 25 février. Nous l'avons achevée le 20 avril. Nous avons organisé 14 événements, dont 3 réunions publiques, 4 webinaires, 4 rencontres de proximité, 2 émissions locales, TV et radio, et puis un atelier emploi-formation. De manière quantitative, vous avez sur cette planche plusieurs chiffres. Je voudrais surtout insister sur le fait que, au travers de ces différentes actions, nous avons touché 10 000 personnes, ce qui est, me semble-t-il, quelque chose de très significatif pour ces 2 mois de concertation. Qu'avons-nous appris de cette concertation? D'abord, sur la concertation elle-même, je veux vous dire que nous avons vécu un exercice qui était nouveau pour nous. Nous l'avions dit dès le départ, nous n'avions pas cette expérience. Nous avons trouvé cet exercice extrêmement exigeant. Nous avons été très challengés. Nous avons été amenés à apporter beaucoup de réponses sur la filière du véhicule électrique qui très clairement allait bien au-delà du simple projet d'ACC. Donc je pense que ce faisant, nous avons contribué à éclairer à poste la rationalité de la mobilité électrique qui se traduit évidemment par une demande de batterie importante. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un investissement qui est significatif, à la fois financièrement, à la fois en termes humains. Nous avons dû mobiliser beaucoup de ressources à l'intérieur d'ACC pour faire que cette concertation se déroule correctement. Ce n'est donc pas un exercice, anodin. Le troisième point, c'est que nous avons eu le sentiment que cette concertation était réussie. Les informations que nous avons apportées au public étaient des informations, nous semble-t-il, d'une grande qualité, étaient complètes. Les webinaires qui ont été organisés étaient, nous semble-t-il, d'une excellente tenue et, je crois, ont permis qu'il y ait une meilleure compréhension de ce dans quoi notre projet de batterie s'inscrit, à savoir le développement de la mobilité propre, moyen de contribuer à réduire significativement les émissions de CO2 et donc de contribuer à protéger la planète, mais aussi contribuer à une forme de réindustrialisation de la France en y apportant une industrie à très forte valeur ajoutée technologique. Sur l'opportunité du projet lui-même, je dirais que ce qui est très frappant, c'est que nous avons eu un très fort soutien de la très grande majorité des participants. Nous avons eu un certain nombre de questions qui nous ont aidés à préciser notre projet, à le corriger sous certains aspects. Et je dirais que le point le plus frappant, c'est la reconnaissance que ce projet va contribuer à rendre la planète plus propre, va contribuer à la réindustrialisation de la France et plus spécifiquement à une industrie de haute valeur ajoutée dans les Hauts-de-France. Et c'est un point qui a été unanimement reconnu. Beaucoup de questions, par ailleurs, sur l'environnement du projet, notamment sur les matériaux, sur le recyclage,
où, je crois, nous avons pu apporter un certain nombre de réponses concrètes. Alors, sur la base de cette concertation, nous avons pris un certain nombre d'engagements et nous avons lancé des actions additionnelles ou amplifié certaines actions dans 4 domaines. D'abord sur l'emploi et sur la formation, donc avec une collaboration renforcée avec les acteurs locaux dans le domaine de l'emploi et de la formation, une publicité large des emplois qui seront disponibles, un travail sur la place des femmes dans notre entreprise, et puis enfin, un certain nombre de rencontres avec des entreprises locales qui ont été organisées. Fin mars, nous avons rencontré 24 entreprises locales pour voir comment les aider à devenir fournisseurs d'ACC. Action et engagement dans le domaine environnemental, donc avec des travaux qui sont engagés sur la logistique aval et sur la logistique amont, pour faire en sorte que cette logistique soit la plus respectueuse possible de l'environnement. Nous avons commencé à regarder ce que nous pourrions proposer aux salariés pour diversifier leurs moyens d'accès à l'usine. Nous regardons, c'est toujours en cours, la possibilité d'autoproduire une partie de l'énergie que nous consommerons. Nous travaillons sur les leviers d'optimisation des consommations. Et puis enfin, nous informons largement le public sur les aspects environnementaux du projet. Sur la sécurité industrielle, je dirais que pendant toute la concertation, mais depuis, nous avons continué à informer sur et à répondre aux questions posées par le public et par les habitants locaux sur la sécurité industrielle. Ce que nous envisageons, c'est, une fois l'usine en fonctionnement, d'avoir de manière suffisamment régulière des journées portes ouvertes permettant, je dirais, une visualisation concrète par le public de ce que nous avons fait. Et puis enfin, sur la partie plus spécifiquement des batteries, nous avons diffusé à nos fournisseurs une charte éthique ACC sur le sourcing des matières que nous allons acheter à nos fournisseurs. C'est un sujet important. Nous voulons être irréprochables sur l'ensemble de la supply chain de nos batteries. Nous avons engagé un certain nombre de partenariats sur le recyclage. Et puis enfin, nous travaillons évidemment avec notre propre recherche et développement sur l'amélioration des performances de ces batteries. C'est évidemment un point absolument fondamental. Pour terminer, quelques mots sur nos futures étapes. Bon, alors, en commençant par le bas, nous avons engagé, nous avons démarré notre centre de recherche et développement dans la banlieue bordelaise à Bruges, comme prévu en fin mai de cette année. Nous venons d'emménager nos bureaux dans ce centre de recherche et développement. Et donc, il nous permet désormais de faire n'importe quel type de prototype pour nos clients, de les tester et donc d'être en mesure de répondre à des demandes de clients. La deuxième chose qui a été évoquée par Madame la sous-préfète, c'est l'usine pilote de Nersac, donc qui est dans sa phase finale de construction et d'installation des process. Nous allons la démarrer à la fin de cette année. Je rappelle que cette usine pilote, c'est un investissement qui est très significatif, qui est au-delà des 100 millions d'euros, dans lequel nous avons exactement le même procédé de fabrication qu'à Douvrin, simplement diminué en termes de dimensionnement lorsqu'il est possible de le diminuer. Mais c'est exactement les mêmes process.
ce qui va nous permettre de nous rôder tout au long de l'année 2022 et ce faisant, réduire le risque que l'on aurait au démarrage de l'usine de Douvrin. Le troisième point, c'est Kaiserslautern. Donc Kaiserslautern, nous prévoyons de démarrer cette usine fin 2025 avec une capacité à terme exactement identique à celle de Billy-Berclau-Douvrin. Le point particulier qui est à souligner avec Kaiserslautern, c'est que début septembre, nous avons obtenu l'accord de financement de l'Allemagne et de la région de Rhénanie-Palatinat pour un montant de 437 millions d'euros. C'est la photo que vous avez là avec le ministre de l'économie Peter Altmaier et la présidente de la région Rhénanie-Palatinat. Enfin, le site de Billy-Berclau-Douvrin, pour lequel rien de changé sur le démarrage de la production qui se fera fin 2023, avec notre premier bloc, un deuxième bloc qui devrait démarrer premier semestre 2025 et un troisième bloc qui devrait démarrer en 2028. Ce que l'on peut signaler, c'est que les travaux de démolition, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre les bâtiments qui sont sur les terrains que nous avons achetés à Stellantis. Donc, ces travaux de démolition ont démarré. Nous sommes en phase de sélection. Donc, nous avons, au cours de l'année 2021, réalisé les travaux d'ingénierie du bâtiment et commencé les travaux d'ingénierie du process. Nous sommes actuellement en phase de choix de nos fournisseurs de bâtiments, salles sèches, utilités. Et donc, ça va se passer là dans les jours, semaines qui viennent, pour un début de réalisation du bâtiment début 2022. Tout cela devant nous amener à un démarrage de la production fin 2023 pour satisfaire notre premier client qui est Stellantis. Donc voilà où nous en sommes. En résumé, nous suivons notre feuille de route. Simplement, cette feuille de route est devenue, avec la rentrée au capital de Mercedes, une feuille de route encore plus ambitieuse que celle que nous avions précédemment. Voilà, j'en ai terminé. Merci Yann Vincent donc, pour cet exposé qui nous montre un peu donc, les gros travaux et l'énergie que vous avez déjà dépensée au cours des dernières années. À présent, peut-être avant de rentrer dans le jeu classique des questions-réponses, je propose de donner la parole quelques instants à Frédéric Modrzejewski, qui est le responsable de l'unité départementale de l'Adrial de l'Artois et dont les équipes, donc une équipe de 2 inspecteurs, Hélène Copin et Maximilien de Gobert, suivent, on va dire, ce dossier et ont déjà pas mal œuvré, on va dire, dans la rédaction des actes administratifs. Frédéric, peux-tu nous en dire plus? Ouais, donc le début, je vais passer très vite. Hein. C'est le champ de l'autorisation environnementale, je ne vais pas y revenir. Je vais m'arrêter effectivement sur le planning général d'instruction d'un dossier de demande d'autorisation environnementale unique. Donc avec quelques éléments pour vous présenter les phases successives qui ont déjà été réalisées. Donc je rappelle que le processus d'instruction se compose de 4 phases. Alors une phase qu'on oublie souvent, c'est la phase amont. Donc concernant effectivement le projet ACC, donc elle a démarré et elle a duré quasiment une année. Elle a démarré au printemps 2020 et elle s'est achevée effectivement au dépôt de dossier. Alors, je retirerai mon masque. Vous m'entendrez peut-être un petit peu mieux. Donc elle s'est achevée effectivement au dépôt de dossier officiel de demande d'autorisation environnementale unique et du permis de construire le 8 juin 2021. Donc en sachant que les premiers échanges, on les avait eus effectivement avant la pandémie Covid, donc au printemps 2020. Donc je ne vais pas y revenir et paraphraser tout ce qui vous a été dit. Hein. Donc effectivement, beaucoup de choses ont été réalisées pendant cette phase-là par l'ensemble des acteurs pour faire bonifier le projet et aboutir effectivement à un projet déposé officiellement le 8 juin 2021 dans une phase optimale. Donc cette phase d'examen,
qui effectivement est annoncé à 4 mois, a été un petit peu raccourci compte tenu effectivement de l'ensemble du travail amont qui a été effectivement réalisé, de très bonnes factures par l'ensemble des acteurs. Et cette phase s'est achevée par un rapport de recevabilité, donc ce qu'on appelle un bon pour enquête publique, du 26 juillet 2021. Donc globalement, une phase qui a été raccourcie à 2 mois compte tenu de l'ensemble des éléments qui avaient été effectivement travaillés en amont. Donc dans cette phase-là, l'ARS a émis un avis favorable, la Direct a émis un avis favorable, la DDTM a émis un avis favorable et s'est attaché à lancer l'instruction de la partie dérogation espèces protégées. Donc en même temps, effectivement, la partie permis de construire a vie sa vie, puisqu'effectivement le troisième bloc, donc là je ne parle pas des blocs SCC, je parle même des blocs d'instruction XCPE, mais au final il y en a 4 aussi. Donc le troisième bloc qui concerne effectivement l'enquête publique conjointe, ICPE, permis de construire, donc a été engagé par le dépôt complet du dossier avec effectivement les réponses aux différents éléments émis pendant la partie consultation. Donc dossier déposé le 5 août 2021 avec un arrêté lançant l'enquête publique le 11 août et donc une enquête publique telle que ça vous a été présenté du 6 septembre au 8 octobre, soit 33 jours consécutifs. Donc la fin de cette phase d'enquête publique, qui aura duré finalement un petit peu plus de 3 mois, s'est achevée le 8 novembre, donc hier, par le dépôt du rapport du commissaire enquêteur, qui reprend effectivement la synthèse de l'ensemble du processus d'enquête et de l'ensemble des avis qui lui ont été communiqués. Donc en gros et en quelques mots, au niveau du rapport du commissaire enquêteur, 3 contributions écrites qui ont été transmises. Peu d'éléments effectivement ont été produits pendant l'enquête publique compte tenu de tout le processus de concertation amont qui a pu être mené de manière efficace par la CNDP. Donc en parallèle de cette phase effectivement d'examen et d'enquête publique, donc c'est aussi déroulé une autre phase qui concerne Stellantis et qui est relative à la partie cessation partielle d'activité pour libérer les terrains au plus tard le 31 décembre de cette année. Donc les travaux ont été réalisés effectivement au printemps, donc de mars à juillet 2021. Le mémoire a été produit fin août par Stellantis et il a fait effectivement l'objet d'un recollement au mois d'octobre 2021 qui permet de démontrer qu'effectivement les terrains ont été traités. Environ 4000 m3 de terre ont été traités, excavés, remplacés pour permettre effectivement à l'activité d'ACC de prendre ses droits sur ces terrains pour un usage industriel. Donc la phase qui nous concerne maintenant, sans vouloir effectivement aller plus loin, donc c'est effectivement la phase de décision. Donc elle est globalement effectivement, elle a démarré hier, puisqu'effectivement on a reçu le rapport du commissaire enquêteur. Elle est estampillée pour une durée d'environ 2 mois. Et l'aboutissement sera l'obtention d'une autorisation ou d'un refus. Donc, mais en principe d'une autorisation, effectivement, pour permettre à l'activité effectivement de s'installer. Donc au niveau des phases actuelles, donc on est en cours de rédaction au niveau de l'inspection des installations classées par l'équipe d'instruction d'un projet d'arrêté préfectoral qui aujourd'hui est quasiment consolidé en interne pour intégrer l'ensemble des dispositions techniques, l'ensemble du cadre réglementaire et l'ensemble effectivement des contributions reçues pendant toute la partie depuis maintenant 1 an et demi. Donc ce projet d'arrêté sera prochainement transmis à SCC pour examen, échange, validation. En parallèle, on est en train de construire le projet de rapport de présentation de cet arrêté aux membres du CODERST pour permettre effectivement à cette commission de se réunir et donc d'émettre un avis le 16 décembre lors de la prochaine session prévue au niveau du CODERST du département du Pas-de-Calais pour permettre effectivement au préfet d'envisager une signature de l'arrêté pour la fin de cette année avant le 31 décembre 2021, conformément aux engagements effectivement qui avaient été pris par l'État il y a maintenant quelques mois. Et on arrive au bout parce qu'effectivement, on a eu affaire à traiter un beau projet avec effectivement une équipe, alors certes d'inspection, mais aussi des relations importantes avec les autres services de l'État et avec le porteur de projet, c'est essentiel. Merci Frédéric. Donc maintenant le temps d'échange. Alors j'ai vu notamment qu'il y avait une personne qui avait levé sa main, qui voudrait peut-être prendre la parole, un certain Stéphane P. Est-ce que tu peux éventuellement
Jérôme, ouvrir le micro et la caméra, c'est voilà, c'est une question qu'on ne connaît pas, et c'est en live. Et après, il y a eu quelques questions posées, envoyées dans l'onglet questions-réponses, que j'ai résumées, qu'on pourra reprendre pour certaines, afin d'avoir des explications de la part du porteur de projet. Il y a eu des questions, notamment sur l'origine des matières premières, notamment de la part de FNE, de France Nature Environnement, qui, je dirais, donc, demande des précisions sur les différents engagements que le ACC va prendre pour donc assurer que donc pour assurer euh, on va dire la logique et le respect en quelque sorte des personnes en lien avec finalement cette filière liée aux matières premières. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vont se passer vos accords, sur les ressources nécessaires au fonctionnement de l'unité de Douvrin, Monsieur Vincent? Ouais. Bon, je peux vous dire quelques mots, sachant que nos choix fournisseurs ne sont pas encore faits et seront faits au cours du premier semestre 2022. Mais qu'allons-nous acheter? À qui allons-nous acheter? Quel est le niveau de contrôle que l'on va exercer? Il faut savoir que les matières suivent la chaîne de valeur suivante, quoi. Nous avons la mine, donc extraction des matériaux bruts, suivie par une activité de raffinage. Cette activité de raffinage est suivie par la production de ce que l'on appelle les précurseurs, et enfin suivie par la production par des grosses entreprises chimistes, des matières premières. Nous allons acheter aux entreprises chimistes, donc des gens comme Umicore, comme BASF, pour citer des entreprises européennes, mais il y en a d'autres, et notamment des fournisseurs asiatiques. Nous avons pris des engagements extrêmement clairs et qui font partie de la charte que j'ai évoquée tout à l'heure sur l'origine de ces matériaux. Ces engagements, quels sont-ils? Premièrement, aucun cobalt issu de mines artisanales. Et donc, nous allons garantir à nos clients une traçabilité complète des matières, associée à un audit régulier des mines produisant auxquelles, par exemple, le cobalt sera acheté. Deuxièmement, nous avons pris l'engagement que aucun nickel ne saurait approvisionner à partir de mines qui procèdent à des rejets de leurs déchets en haute mer, comme c'est le cas d'un certain nombre de mines indonésiennes. Troisièmement, pas d'approvisionnement en lithium issu de mines qui créent des stress hydriques, comme c'est le cas dans beaucoup de mines au Chili ou en Argentine. Et enfin, quels que soient les matériaux, aucun matériau issu de zones qui sont en conflit. Donc, vous aurez compris que malgré le fait que nous n'achetons pas en direct aux mines, nous achetons à des entreprises chimistes, nous allons garantir la traçabilité depuis les mines jusqu'à notre usine, de manière à pouvoir à tout moment justifier d'où viennent nos matériaux et de montrer que cette origine des matériaux est conforme aux engagements que je viens de signaler. Merci bien, Monsieur Vincent. Donc, autre question qui peut être regroupée sur le thème des transports. On note que justement, certains acteurs se posent la question de savoir si vous allez avoir recours multimodal sur la plateforme de Douvrin et de savoir si vous allez accessoirement utiliser les ports français pour l'approvisionnement de vos matières premières. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse là-dessus? Alors, voilà. Plusieurs éléments, quoi, hein. Donc, je l'ai dit dans ma présentation, la propreté, entre guillemets, de la logistique amont, de la logistique aval, est un sujet important pour nous.
Et donc, nous regardons effectivement les approvisionnements amont par barge jusqu'à l'usine de Douvrin. Aval, nous sommes encore en cours d'examen pour faire en sorte que, autant que faire se peut, nous puissions éviter d'avoir des transports routiers. Ensuite, s'agissant du port qui réceptionnera les matières premières, je dirais que là, il n'est pas, comment dirais-je, c'est pas nous qui le déterminons, puisque en fait, ça va être le fournisseur de matières premières qui va choisir d'expédier à Dunkerque, au Havre ou Anvers ou Rotterdam. Il est évident que à mes yeux, à nos yeux, le port de Dunkerque revêt beaucoup d'intérêt, ne serait-ce que pour les questions de logistique du dernier kilomètre. Et donc, nous pensons que cela est tout à fait possible, mais ça va dépendre évidemment du choix du fournisseur de matières premières. Merci bien, Monsieur Vincent. Donc, deux questions pour finir. Donc, une question sur l'arrivée de Mercedes dans votre capitale. Donc, qu'est-ce que ça va avoir en termes d'emploi, peut-être en termes de développement pour vous? Et deuxième question, c'est, on voit bien que suivant qu'on fait des blocs ou des usines, on va dire, dans certains pays européens avec énergie décarbonée ou pas, l'impact CO2 sur vos blocs de fabrication de batteries n'est pas le même. Y a-t-il une dynamique, une politique, on va dire, dans ce domaine-là chez vous? Je remets le son. Sur Mercedes, je l'ai dit dans ma présentation, ça renforce l'attractivité d'ACC et ça, c'est absolument fondamental pour avoir en notre sein les ressources les plus compétentes en termes d'ingénierie, en termes d'industrialisation, en termes de fabrication, pour que nous réussissions notre lancement. Mais le deuxième point le plus important, c'est que nous prévoyions il y a un an d'avoir une capacité maximale de 48 gigawattheures. Désormais, nous prévoyons d'avoir 120 gigawattheures. Donc, une multiplication par 2,5. Donc, cette évolution va bien évidemment entraîner la nécessité de revisiter notre feuille de route capacitaire industrielle. Il est assez probable que nous aurons besoin d'une troisième usine. Ce n'est pas encore décidé, mais ça fait partie des choses qui sont envisageables. La deuxième question, Jean-Marie, rappelez-moi, c'est… Oui, Yann. Donc, effectivement, c'était pour savoir s'il y avait des objectifs, on va dire, entre guillemets… Ah oui, décarboner. Voilà. Bon, donc, soyons clairs, c'est l'un des avantages majeurs qu'a la France aujourd'hui. Je crois que c'est 94% de l'énergie peut être une énergie décarbonée. Il est évident que de ce point de vue-là, le fait d'avoir une énergie nucléaire est un point positif, eu égard aux émissions de CO2, et que cette dimension d'utilisation d'une énergie décarbonée va devenir de plus en plus importante dans les années qui vont venir. D'ores et déjà, nos clients, que ce soit ceux avec lesquels nous avons des contrats, que ce soit ceux qui nous consultent, expriment des exigences en termes de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos process. Donc, à la fois sur la supply chain, à la fois notre propre procédé de fabrication. Sur la supply chain, il est évident que cela passe par la localisation à minima en Europe, si possible en Europe dans des pays utilisant de l'énergie fortement décarbonée. Sur le procédé de fabrication, ça passe par la localisation dans des pays qui utilisent de l'énergie décarbonée, et c'est le cas de la France. Un grand merci pour ces réponses. Voilà, donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie. On a perdu 5 minutes dans les débats, on va dire, mais on est dans les temps. Peut-être que les questions que les uns et les autres se posent trouveront plein d'éléments de réponse dans le cadre notamment des replays, dans le cadre des différents dossiers
mis sur votre site de concertation www.concertation-acc.fr. Donc je propose d'en arrêter là pour cette première partie et de passer donc à la deuxième partie. Alors, on voit bien que ce projet ACC, mais également d'autres, vont générer des grands bouleversements, on va dire, dans l'industrie automobile régionale. C'est quand même la première industrie, on va dire, l'industrie automobile représente la région Hauts-de-France, c'est la première industrie, la première région automobile de France, 56 000 emplois, 700 000 moteurs, 750 000, donc 750 000 voitures, 1,3 million de boîtes de vitesse. Donc l'industrie automobile est fortement représentée donc dans la région, et il y a effectivement une grande dynamique qui va être accompagnée, qui s'accompagnera de ces changements notables de ce secteur industriel, c'est évident. Et parmi toute cette logique, en fait, compte liée à la mobilité électrique, la région s'est saisie de cette dynamique pour faire émerger un certain nombre de grands projets, tant dans la formation que dans le domaine de la recherche et développement. Et donc, nous proposons aujourd'hui de faire un point sur les différentes actions qui ont eu lieu, et notamment, il y a eu lieu au niveau de la région en février dernier un appel à manifestation d'intérêt dans le domaine de la réutilisation et du recyclage des batteries. Et je propose à Philippe Suisse de la région de France de nous faire un point sur cette dynamique qui est engagée dans ce domaine au niveau de la région sur le recyclage et sur la réutilisation des batteries. Oui, merci Jean-Marie de me donner la parole, et merci à toute l'équipe du S3PI de donner l'opportunité de faire un point d'étape effectivement sur l'action régionale concernant cet AMI, donc cet appel à manifestation d'intérêt, réemploi et recyclage des batteries. Alors je vais essayer de partager mon écran. Bon voilà, donc effectivement, donc un petit mot sur cet AMI recyclage et remploi des batteries. Alors peut-être présenter rapidement, Philippe Suisse, donc je fais partie du service économie circulaire de la direction de la troisième révolution industrielle de la région Hauts-de-France. L'activité du service de la économie circulaire donc, est centrée sur la question des ressources matières, de leur préservation et de leur usage responsable. Donc, on aborde effectivement également la question de la dépendance régionale aux ressources matières, et je pense qu'effectivement la question de la batterie est tout à fait importante. Alors, si je passe, voilà. Donc, simplement rappeler un rapide rappel là, sur le cadre d'intervention régionale du contexte et des finalités concernant ce lancement de cet appel à manifestation d'intérêt, donc qui a été voulu par les élus du conseil régional à l'appui évidemment de la dynamique industrielle lancée avec l'implantation de la gigafactory d'ACC à Douvrin. Donc voilà, donc on a effectivement une dynamique, donc comme avait dit Monsieur Motte, autour de la troisième révolution industrielle. Et puis notez également que par la délibération du 19 novembre 2020, il a été lancé une feuille de route pour le déploiement, pour le développement de l'économie circulaire en Hauts-de-France, et notamment sur la question des batteries. Alors, peut-être avant de faire un point, peut-être rappeler quelques éléments de contexte, hein, s'il est besoin de le dire. Tout d'abord, concernant le marché des batteries, hein, qui est un marché en croissance bien sûr exponentielle depuis 2000, hein, puisque avec l'avènement de la mobilité électrique, technologie liée, mais on peut également noter toujours une part assez importante des technologies historiques, hein, comme le plomb acide. Et en termes de projection 2025 du marché, on anticipe évidemment un renversement, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de volume en mégawattheure consommé entre le plomb acide et la technologie lithium-ion, qui est comme indiqué par les chiffres que je vous propose de lire sur le slide présenté. Alors, au niveau du recyclage des batteries, bien sûr, il faudra attendre 2027-2030 hein, pour voir des volumes significatifs de batteries en fin de vie à traiter, compte tenu, bien entendu, de cette durée de vie moyenne des batteries qu'on espère le plus longue possible, et puis éventuellement de leur probable réutilisation en fin de vie pour une seconde vie, voilà, pour l'allongement de la durée de vie. À noter également que la rentabilité, bon ça je pense que tout le monde est bien conscient, la rentabilité du recyclage est dépendante de la capacité à récupérer certains des métaux dits stratégiques ou critiques qui se trouvent au cœur de ces cellules. Voilà.
Donc concernant le contexte réglementaire, qui est un facteur effectivement favorisant en ce qui concerne, d'abord le recyclage des batteries, mais comme on le verra plus loin également le réemploi. Donc on voit bien que là, actuellement, on a des directives européennes qui encadrent, hein, toutes ces exigences de, je dirais, de traçabilité de batterie, d'objectifs de collecte, avec des objectifs de taux de collecte de 45 sur les piles accumulateurs, sur tout ce qui peut être mis en service depuis 2016. L'interdiction de mise en décharge des batteries, l'efficacité du recyclage qui est imposée via un rendement de récupération entre 50 et 65 en masse, et puis bien sûr, des extensions des REP, donc sur les gestions de fin de vie par les metteurs en marché de ces 3 types de batteries, hein, portables, automobiles ou industrielles. Alors effectivement, cette réglementation est en cours d'évolution, hein. C'est-à-dire que certaines évolutions attendues renforceront d'ailleurs l'intérêt de travailler sur la conception des batteries également, sur un meilleur usage de ces batteries, par l'incorporation de matières premières recyclées, par exemple, sur des exigences de durabilité, voilà, des utilisations éco-efficientes, et cetera, et cetera, et cetera. Donc un contexte très, très favorable justement pour le recyclage et le réemploi de ces batteries. Alors, pour revenir en fait, à notre AMI, il était donc bien, question de favoriser l'émergence, hein, d'une filière régionale intégrée de recyclage et de réemploi, et l'AMI a visé à identifier alors, des démarches volontaires, des initiatives à venir, également des initiatives existantes ou des projets plus ou moins aboutis. Également initier des actions d'expérimentation, hein, qui pourraient être profitables à l'ensemble d'une filière qui est encore en émergence et à construire, hein, qu'on espère effectivement voir le jour en France. Et puis, tout ça autour de ça, bien sûr, accompagner le développement de projets industriels et puis faire naître en tant que faire se peut des synergies, des projets communs entre les acteurs économiques. Voilà. Donc là, je rappelle rapidement les enjeux et les champs couverts par cette AMI, hein. Donc, on voit bien effectivement que ça concerne des typologies de batteries assez larges, hein, des technologies les plus conventionnelles jusqu'à celles encore en développement, avec sur des usages, les 3 grands marchés dominants, petite et grande mobilité, stockage stationnaire d'énergie et électronique nommable. Alors, en termes de problématiques adressées, on voit bien que la question vient bien au-delà, est très large et bien au-delà de la question réglementaire puisqu'on aborde également des problématiques de sécurité, hein, de collecte de traitement, des process de technologie plus ou moins matures, de recherche et développement, formation, comme a dit Sœur Marie, des grandes questions qui sous-tendent le déploiement de l'économie circulaire, hein, bien sûr, comme disait Léa sous-préfète, l'éco-conception, la captation, la caractérisation des flux, la traçabilité des matières, etc., etc. Alors, la méthode de travail qui avait été choisie, la méthodologie, c'est d'abord, bon, bien sûr, ça repose sur un principe de confidentialité des projets, hein, tant qu'ils ne sont pas financés, voilà, on a quand même effectivement, je dirais, un devoir de réserve. Une phase d'accompagnement de ces porteurs de projets, bien entendu, une mobilisation, des dispositifs de droit commun autant que faire se peut. Alors des astuces des droits communs régionaux, mais éventuellement également, européens, comme le FEDER par exemple. Et puis surtout, on vise à la mise en place, je dirais, d'une dynamique, hein, de coopération autour, de cette question des batteries, très large des batteries. Alors les éléments d'analyse des propositions qu'on a reçus, hein, sur cette AMI qui a été lancée en début d'année. Donc, nous avons reçu, 16 contributions avec, des natures de porteurs assez différents, hein, vous voyez, des entreprises, mais pas que, des acteurs, de la formation, de la recherche, des centres techniques. Sur ces 16 contributions, 12 étaient, localisées en Hauts-de-France, donc ce qui veut dire en creux qu'on a effectivement une espèce de dynamique, avec des acteurs en région, ce qui est intéressant de noter. Et puis avec des projets qui se répartissent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, recyclage et réemploi, sur un large spectre de typologies de batteries et de marché. Alors sur la question spécifique des batteries lithium-ion de grosse traction, on a à peu près 6 ou 7 projets positionnés sur cette question-là, mais effectivement, c'est avec des stratégies, des technologies différentes.
Alors, les natures de projets, vous voyez, vont de simples offres de compétences à des développements de prototypes, d'unités pilotes, jusqu'à des développements industriels. Voilà, et avec des domaines de compétences assez larges, mais on pourra noter effectivement des domaines de compétences plus particulièrement identifiés autour de la seconde vie des batteries, autour du contrôle, de la caractérisation, la réparation, la régénération des systèmes, et puis également sur des compétences autour de la récupération de ces fameux métaux critiques et stratégiques constitutifs des cellules. Alors voilà, je vous mets là devant les premiers projets qui ont été adoptés par les élus du conseil régional lors de la séance plénière du 23 septembre 2021 pour un budget global alloué d'à peu près 1,3 million. Donc ça, c'est la première étape de cette AMI. Donc vous voyez, c'était assez vite. On a lancé l'AMI en début d'année et je dirais en septembre, on était déjà en capacité de financer au moins quatre projets. Donc là, c'est pas forcément, vous voyez, des projets qui ont un lien forcément direct avec des batteries lithium. On a d'autres typologies de batteries, comme le projet Agribat qui va s'intéresser aux batteries Zinger, mais on a des projets aussi assez typiques d'études et de recherche et développement autour d'enjeux, autour d'analyse en cycle de vie des batteries et comment on pourrait accompagner les acteurs régionaux du secteur dans la compréhension l'acquisition de ces enjeux. Un projet porté par Néo Éco-Développement autour de la régénération des batteries automobiles usagées. Et puis un projet intéressant de recherche et développement de la société ND Institut Accuma-sur-Deûle qui se propose de développer un procédé assez innovant dédié au recyclage des batteries pour aller chercher effectivement les métaux stratégiques à l'intérieur des cellules. Alors là, ce que je vous propose sur cette petite cartographie que j'espère être à peu près, je dirais, compréhensible, voilà, c'est le cycle, si vous voulez, des batteries, le cycle, je dirais, la lecture globale, voilà, comment dirais-je, le cycle un peu complet de la chaîne de valeur du cycle de vie de la batterie, de sa conception à la fin de vie, voilà, en passant à différentes étapes, donc fabrication, usage, fin de vie, collecte, diagnostic, mise en sécurité démantèlement, séparation des constituants en vue d'une seconde vie ou voilà, pour un usage différent ou un usage, le même usage, donc en fait l'idée de boucler la boucle, refaire une batterie à partir également de ces fameux métaux critiques et stratégiques pour refaire des cellules et surtout des cathodes et des anodes. Voilà, donc chaque pastille je dirais, sur le schéma renvoie à un ou plusieurs typologies de projets déposés, le code couleur distinguant les projets en fonction du couple, je dirais, typologie de batterie adressée et marché. Donc on distingue également des projets relevant d'une démarche d'offre de compétences qui peuvent se situer sur une partie spécifique de la chaîne de valeur ou sur un positionnement plus global autour de la question. Donc parmi les projets déposés, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pas mal de projets de démonstration, de projets de déploiement industriel, comme déjà indiqué, et puis certains projets qui se positionnent sur les deux volets. Voilà. Donc on voit donc bien à travers ce schéma la complémentarité des propositions, mais aussi leur positionnement, notamment sur le volet du recyclage et de la récupération des métaux, plus ou moins spécifiquement. Et puis une lecture plus fine, bien sûr, est nécessaire pour bien mesurer les recoupements potentiels entre tous ces projets et ainsi dégager des renforcements stratégiques. C'est à ce quoi on s'attache évidemment au niveau du service et de la région. Alors bien entendu, la région reste très attentive à la question de la décarbonation de l'industrie et de la performance environnementale de ces futurs procédés développés. Donc, il s'agit bien d'accompagner également une nouvelle façon de concevoir et de produire dans une logique, bien sûr, vous avez bien compris, d'économie circulaire. Alors, en effet, on voit bien que le potentiel de développement à venir est important sur tous ces aspects, puisqu'on pourrait couvrir notamment, si on veut véritablement boucler la boucle, comme on le disait tout à l'heure, relier le réemploi aux phases d'utilisation, refaire de la matière première recyclée selon les qualités attendues en grains de batterie, etc., etc. Donc, un panorama assez riche, je dirais, initié par cet appel à manifestation d'intérêt.
Alors, pour conclure, je dirais, je pense que je vais tenir comme ça les temps qui m'étaient alloués. Quelques perspectives. Tout d'abord, bien entendu, un suivi des premiers projets financés, puisqu'ils démarrent juste, hein, ils vont démarrer là, je pense, en novembre-décembre. L'accompagnement des autres projets se poursuit, hein, puisqu'ils ne sont pas forcément encore complètement finalisés, avec l'aide des structures d'animation, hein, comme le pôle de compétitivité Team 2 ou l'agence NFI, par exemple, mais également en lien avec les autres directions opérationnelles du conseil régional. Enfin, nous projetons la mise en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une animation régionale dédiée, alors qui se voudra très opérationnelle et qui aura pour but de dégager, autant que faire se peut, des actions, des futures synergies entre les acteurs du territoire qui vont se positionner sur cette question assez large du réemploi et du recyclage des batteries. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour votre attention et à disposition pour d'éventuelles questions. Merci. On passera aux questions en fin de cette deuxième partie. Donc, on voit bien que des projets concrets, apparemment, donc effectivement, des grands groupes s'intéressent à la question et ont été sensibles à cet appel à manifestation d'intérêt, ce qui fait plaisir. Et il y a aussi, bien sûr, si on veut également décarboner cette branche de l'industrie, il faudra effectivement également travailler sur ces questions-là. Et donc, la R&D doit être aussi au rendez-vous. Et la région avec Team 2 l'est effectivement, et ce qui fait très plaisir. Il y a un autre secteur, il y a le territoire notamment de Béthune qui est chanceux, puisqu'il reçoit ACC et qui s'est, on va dire, mobilisé autour de la vallée de l'électrique. Et je propose à Jérôme Brossier, directeur du développement économique de la Cabalère, de nous expliquer ce que signifie ce territoire de la vallée de l'électrique. Et Jérôme, à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour cette main tendue vis-à-vis justement du territoire de Béthune-Bruay. Merci. Donc voilà, effectivement, on vient d'avoir un premier aperçu à l'échelle régionale de finalement ce qu'on va pouvoir tous collectivement réussir à initier un petit peu dans le sillage notamment de l'implantation d'ACC, donc sur le territoire régional et donc en particulier sur le territoire de Béthune-Bruay. Et donc nous, à un niveau plus local, qui est celui de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, on est vraiment dans cette logique. Il y a vraiment une ambition qui est aujourd'hui posée par les élus de travailler vraiment dans cette logique de vallée de l'électrique et de vraiment densifier au maximum le réseau d'acteurs autour de ces technologies et de ces développements autour de l'électrique. Donc voilà, vous avez ici une rapide présentation du territoire. Bon, alors comme tous les territoires, on est au cœur de l'Europe. Mais bon, chez nous, je pense qu'on a vraiment ce positionnement géographique qui est quand même assez intéressant et avec un territoire finalement qui est déjà relativement vaste avec avec 100 communes et donc 280 000 habitants et un tissu économique qui est vraiment résolument orienté sur l'industrie. Là, on est vraiment sur la force du territoire, son tissu industriel qui est quand même extrêmement dense. Donc là, vous avez justement à l'échelle des 100 communes, vous voyez, on a un réseau de 8 zones industrielles sur le territoire et avec un certain nombre de grands comptes industriels qui sont implantés et donc qui vont être rejoints par ACC. Donc voilà, vraiment, on est vraiment avec ACC sur un projet économique qui incarne vraiment le renouveau industriel sur le territoire. Et donc voilà, malheureusement, à contrario aussi de ce qui se passe aussi autour de Béthune avec le site Bridgestone, donc qui a cessé, dont l'activité a cessé en mai dernier. Mais voilà, là aussi, c'est un site sur lequel il y a potentiellement aussi de nouveaux développements qui se profilent. Donc voilà, une très grosse densité industrielle avec des zones industrielles, donc 165 sites industriels. Et on a finalement ce que je trouve toujours intéressant de mettre en avant, c'est le portrait type justement des industriels sur le territoire. Avec sur la partie droite, grosso modo, on a un tiers des emplois industriels qui sont liés à un réseau de 100-120 PME indépendantes qui font vraiment la richesse du territoire avec on est vraiment sur des pépites comme on aime à le mettre en avant, sur vraiment ces pépites qui font un peu la force économique du territoire.
Et ensuite, on a 2 tiers des emplois industriels qui sont liés à des groupes internationaux. Et grosso modo, 50% de ces 2 tiers sont dans l'industrie automobile, donc sur une dizaine de sites. Mais on a bien une trentaine de sites hors automobile qui sont implantés. Donc là encore, avec une extraordinaire diversité. On peut citer Jockey qui fabrique en plasturgie, Jockey en plasturgie, Jetsac également en plasturgie, McCain en agroalimentaire, ou encore Prysmian qui produit des fibres optiques, d'ailleurs à proximité de la future implantation d'ACC. Donc voilà, une énorme diversité. Et dernier élément qu'on aime aujourd'hui mettre en avant, c'est ce que vous voyez en haut à droite. C'est dans le cadre de France Relance. Aujourd'hui, à l'échelle des 5 départements de la région Hauts-de-France, on a environ 110 lauréats. Et sur ces 110 lauréats, vous avez un tiers de ces lauréats qui sont implantés sur le territoire de Béthune. Donc ça dénote vraiment cette densité industrielle, mais surtout la dynamique dans laquelle justement sont inscrits les entreprises industrielles sur le territoire. Donc voilà, ce portrait de territoire à vocation résolument industrielle étant mis en avant, voilà aujourd'hui finalement comment se dessine cette ambition d'aller de l'électrique. Donc là, on a une nouvelle infographie qui présente un petit peu un focus un peu plus sur la région, la partie nord de la région Hauts-de-France. On voit au niveau entre Amiens et Dunkerque. Donc voilà, on se retrouve encore une fois au cœur, un peu j'ai envie de dire au barycentre un petit peu de cette densité régionale. Et donc voilà, avec ACC qui est implanté, avec Envision aussi qui est en proximité directe, et avec un réseau d'acteurs, finalement, on retrouve notamment au niveau régional tout parti. Alors là, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais on retrouve aussi tout parti des acteurs qui sont mobilisés aux côtés de la région, tels que les évoqués Philippe Suisse précédemment. Et donc voilà, on a également un réseau d'acteurs propres au territoire de Béthune-Rouet et qui sont vraiment dans le périmètre géographique de la communauté d'agglomération. Donc voilà, vous les voyez ici. Donc on va le répéter une dernière fois, ACC, donc implanté ici. 2 acteurs, mais que vous découvrirez un peu plus tard, qui sont le Tritem 2A et le Trépim, qui sont vraiment qui sont 2 centres techniques sur ces sujets-là. On a également l'Université d'Artois qui est avec des compétences très importantes et très intéressantes sur ce sujet-là et qui ouvre vraiment de belles perspectives pour notre territoire. Également une filiale du groupe Renault, c'est-à-dire qu'il y a un site du territoire. D'ailleurs, vous le voyez un petit peu ici dans cette infographie qui fait un focus sur ces différents atouts du territoire en matière autour de cette ambition de vallée de l'électrique. Donc voilà, l'un des atouts, c'est également l'émergence d'un site de l'Alliance Renault Electricity, qui est implanté sur le territoire et donc qui est potentiellement une évolution de l'activité industrielle sur un site du groupe Renault, donc qui pourrait également bénéficier finalement de la dynamique en cours sur la question de l'électricité. Et donc là, voilà, j'ai évoqué la richesse du campus universitaire de Béthune, donc avec notamment un laboratoire qui est spécialisé, donc le LS2E, laboratoire des systèmes électrotechniques et environnementaux, donc qui est vraiment dans cette logique vallée de l'électrique. Il y a aussi tous ces enjeux autour des développements électriques. Il travaille beaucoup, par exemple, sur des développements de tôles à grains orientés, par exemple, pour améliorer je ne suis pas du tout spécialiste, mais pour améliorer, j'ai envie de dire, la conductivité des moteurs, dans les moteurs, etc. Donc voilà, il y a aussi cette ressource avec la mise en avant différentes formations aussi qui sont proposées sur le campus universitaire de Béthune autour de l'électrique. Et là, on est vraiment sur une photographie à l'instant T, sachant que sur le territoire, dans le cadre de toute la dynamique industrielle qui est véhiculée autour du programme Territoire d'industrie, il y a de nombreux développements qui sont envisagés. On évoque potentiellement une école d'ingénieurs, on évoque des formations spécialisées dans le réseau des lycées professionnels. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une dynamique. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que les différentes parties prenantes sur le territoire se mobilisent aussi assez naturellement autour du sujet de l'électrique. Évidemment, ACC a été un coup de projecteur absolument phénoménal pour le territoire par rapport à cette thématique. Et on se rend compte que chacun, finalement, se mobilise de plus en plus pour s'approprier, et j'ai envie de dire, pour apporter un petit peu sa pierre à l'édifice.
Et donc voilà, pour terminer, voilà un petit peu toujours dans cette optique un petit peu de développement du territoire autour de cette vallée de l'électrique. On a la chance sur le territoire de Béthune-Bré d'avoir aussi un certain nombre de sites dits clés en main. Donc certains d'ailleurs sont labellisés en ce sens par le ministère de l'Industrie. Donc voilà, on a aussi justement, vous voyez ici, voilà, on a par exemple des espaces disponibles à proximité directe du Critem 2A du Crépim, également sur la zone de Ruy, à côté donc, du site Renault Electricity, même chose à proximité directe d'ACC sur le parc des industries Artois-Flandre. Une zone logistique en déploiement, mais la logistique peut aussi être justement une ressource assez fondamentale dans les logiques dans tout ce qui va concerner la supply chain autour des batteries. Et donc, je l'évoquais, le site Bridgestone, où on est vraiment aujourd'hui avec un preneur donc, qui s'appelle SIG, qui est un aménageur qui est en train de développer une plateforme industrielle multi-activité. Donc, on a différents projets qui sont justement à l'étude et sur lesquels on travaille activement. On peut en citer un aujourd'hui qui est officiel, c'est le projet Blackstar, alors qui d'ailleurs pourrait, qui n'est pas du tout lié à la thématique de l'électromobilité, mais voilà, on est sur une logique de rechapage de pneus, donc voilà, dans des logiques aussi d'économie circulaire pour rebondir plus largement sur l'intervention de Philippe Suisse. Il y a également énormément de choses qui se profilent sur notre territoire de Béthune-Bré. Voilà, très rapidement, voilà, on a présenté un petit peu l'ambition du territoire en matière de vallée d'électrique. C'est vraiment une ambition qui fait écho à tous les développements en cours. Et des développements en cours, et dont ceux qui vous seront aussi présentés juste après, notamment au niveau du Critem 2A et du Crépim. Donc, ils sont vraiment deux centres techniques qui veulent vraiment aussi apporter des solutions et apporter une réelle valeur ajoutée c'est vraiment dans une logique d'approfondissement et d'enrichissement de la chaîne de valeur autour de l'électromobilité et de cette vallée d'électrique, et donc notamment sur ce territoire de Béthune. Merci bien, donc Jérôme. Donc on peut dire que avec cette vallée de l'électrique, c'est un territoire qui se met au courant. Voilà, et sans plus attendre, donc je vais passer la parole donc aux deux pépites, on va dire, du territoire de Béthune, en l'occurrence le Jérôme Baudel qui est PDG du Critem 2A et Franck Pouch. Donc chacun d'entre vous allez vous présenter vos travaux dans le domaine notamment de l'incorporation de la dynamique de l'électrique. Allez-y, Jérôme, donc vous avez une petite dizaine de minutes. Oui, alors première pépite, donc si je reprends l'expression, Jérôme Baudel, donc le responsable du Critem 2A. Critem 2A, je vais essayer de vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que nous existons. Nous avons démarré autour des moteurs thermiques et de l'acoustique automobile, donc une activité un petit peu particulière puisqu'elle est directement impactée aujourd'hui par la transition énergétique. Je dirais même qu'en 2009, on a encore rajouté une expertise qui nous a valu d'ailleurs une reconnaissance mondiale sur notre niveau d'expertise sur la suralimentation et les turbocompresseurs. Heureusement, vers 2013-2014, nous avons vu venir l'électrification du groupe motopropulseur et de l'automobile. Nous avons besoin d'une compétence électrique et nous avons décidé donc d'investir avec l'agglomération et la région sur un centre d'essai autour des cellules et des modules, test cellules et modules. Donc depuis 2015 opérationnel, et donc depuis 2015, nous testons déjà des cellules et des modules à destination des véhicules électriques. Fort de cette première diversification et voyant aussi un avenir qui commençait à devenir peut-être incertain autour du véhicule thermique, il nous fallait aussi diversifier le groupe. Nous avons décidé d'investir sur 2 filiales pour valoriser nos points forts. Un centre d'essai, c'est avant tout de la mesure et c'est un système qualité. Eh bien, pourquoi pas proposer ces services que nous proposions déjà à très haut niveau pour tous les constructeurs européens. Pourquoi pas la proposer au niveau des industries régionales, voire au-delà. Et nous avons donc créé la filiale CQM+, sur la partie métrologie et qualité,
qui s'est bien diversifiée, puisque aujourd'hui, elle propose ses services bien au-delà de l'industrie automobile, dans l'agroalimentaire et même l'administratif, pour les étalonnages et accompagnement sur des transitions vers des systèmes qualité. L'année suivante, nous développions la partie maintenance, puisque nous sommes actuellement déployés sur 10 000 m² et 10 000 m² de haute technologie et de moyens d'essai que nous maintenons, principalement nous-mêmes. Donc pourquoi ne pas proposer cette compétence-là aussi vers l'industrie qui nous entoure, vers les industries qui sont sur le territoire, mais même bien au-delà. Et effectivement, nous avons un vrai succès autour de ce développement de ces deux filiales. Arrivé 2020, en 2020, il y avait déjà une deuxième phase, donc à nouveau des investissements importants avec l'agglomération et la région sur les essais, des moyens d'essai autour de la batterie complète cette fois-ci et de la chaîne de traction électrique. Donc une intensification de diversification sur les véhicules électriques. Le Covid est arrivé, la transition énergétique s'est accélérée, une transition assez exceptionnelle dans sa rapidité et sa force. Aujourd'hui, toute la filière automobile peut en témoigner. C'est une véritable révolution. Et donc, nous devons accélérer encore notre transition puisque nos départements historiques, notamment le département moteur, forcément est impacté par cette transition. Il nous faut accélérer et aller encore un peu plus vite. Nous parlions récemment de France Relance qui nous a accompagnés dans cette transition puisque dans la chaîne de traction, vous avez aussi des convertisseurs de puissance et des problématiques liées à la gestion thermique de la batterie. Nous avons donc développé une thèse et un nouveau moyen d'essai sur les convertisseurs de puissance au milieu de la chaîne de traction grâce à l'aide de l'État et de France Relance. Sur ces moyens, alors oui, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 40 personnes sur le site du Critem 2A. Vous voyez à l'écran quelques-uns de nos moyens phares, un peu plus spectaculaires. Sur les derniers moyens, alors outre les 6 bancs d'essai batterie qui nous permettent de répondre directement aux besoins des constructeurs et quelques équipementiers, aussi travailler sur la chaîne de traction à travers un banc multi-machine dédié aux véhicules de tourisme, mais aussi aux véhicules du sport automobile, sur lesquels nous avons effectivement réalisé déjà quelques essais. Mais nous restons principalement sur des essais de recherche et développement très en amont. Et nous avons voulu aller un petit peu plus loin et accompagner nos clients. Et il y a un vrai besoin autour de la partie test abusif jusqu'à l'homologation des cellules, modules et batteries. C'est ce que nous venons de développer au cours de cette année 2021 et quelque chose qui démarre bien, qui est encore en pleine évolution. Vous voyez à gauche donc un nouveau banc sécurisé qui permet de faire des tests de surcharge sur des charges, court-circuit, sur des éléments de stockage d'énergie. Donc jusqu'à cet instant, on a parlé beaucoup de cette évolution, d'une transition très compliquée pour la filière, pour le territoire, pour notre société aussi, et sur laquelle nous continuons à investir très fortement encore sur l'année à venir. Mais on parlait du territoire, de la vallée de l'électrique avec l'agglomération, on parlait aussi de l'arrivée d'ACC. Et voilà, il me paraissait essentiel de pouvoir illustrer aussi cette collaboration que nous avons avec ACC. Alors, pas encore d'usine, puisque les premiers coups de pelle démarrent, mais nous travaillons déjà avec le centre de recherche qui m'a donné l'autorisation de pouvoir évoquer cette collaboration, même si nous travaillons avec heureusement beaucoup d'autres clients et fournisseurs. Mais aujourd'hui, avec ACC, nous avons des essais de caractérisation de cellules, modules, sur des fortes puissances, des essais dysfonctionnels, donc qu'on appelle aussi abusifs, pré-homologués dessus. Ça, c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui. Et maintenant, on pourrait leur poser la question, mais pourquoi choisir le CRIT? Je pense que le fait d'être sur le territoire, le fait de se connaître déjà et de connaître la structure, d'avoir aussi montré que nos moyens répondent parfaitement aux besoins du marché, d'avoir su montrer la force d'une PME, le dynamisme de cette PME sur son territoire, donc avec une flexibilité, une réactivité, une capacité d'adaptation très forte. Une expérience, puisque je le rappelle, depuis 2015, nous faisons déjà des essais autour des cellules et des modules. Et puis, bien sûr, en étant à 10 minutes de l'usine, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant pour la suite.
Donc voilà, des éléments forts de cette collaboration. Nous travaillons aussi beaucoup sur la partie recherche-développement. Nous avons 4 thèses en cours. Nous avons de nombreux projets de recherche et développement qui vont encore être renforcés humainement là dans les mois qui arrivent. Nous venons d'ouvrir un laboratoire commun avec le LS2E, autre pépite du territoire sur la vallée de l'électrique. Et puis un deuxième qui, je l'espère, prendra bientôt vie avec notre voisin, le CREPIM, et puis le laboratoire de chimie de Lille, dans le cadre de l'AMI qui était évoqué précédemment. Voilà pour une présentation rapide de qui nous sommes. J'espère que ça vous a donné envie de nous contacter pour ceux qui seraient intéressés pour plus d'informations ou éventuellement des essais, bien sûr, ou des partenariats académiques. Ça fait partie de notre métier. Nous sommes beaucoup en veille. Nous faisons une 30aine de salons et conférences par an en Europe sur nos thématiques, ce qui nous permet d'avoir une connaissance du marché et une veille technique assez importante. C'est aussi ce que l'on vient rechercher au sein du CRIPEM 2A. Voilà, merci à vous. Merci bien, Jérôme Model. Et à présent, donc, je vais passer la parole à Franck Pouch, directeur du CREPIM, qui a la tâche complexe de terminer cette série d'exposés fort intéressantes et de nous présenter un projet particulièrement intéressant sur le recyclage, sur la réutilisation et le remploi des batteries. Merci Franck, allez-y, c'est à vous. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie et merci Jérôme pour l'organisation. Je vais vous présenter rapidement le CREPIM, ce qui vous permettra de comprendre la complémentarité avec le CRIPEM 2A et le projet commun qu'on a monté justement dans le cadre de la réponse à l'AMI. Donc, voilà. Donc, rapidement, une présentation du CREPIM pour que vous compreniez bien notre cœur de métier. Le CREPIM, nous sommes une PME de 22 salariés. La raison d'être du CREPIM, c'est d'accompagner les clients pour développer, tester et certifier des produits qui ne brûlent pas. C'est-à-dire tous les produits concernés par la sécurité incendie font face à des réglementations. Notre rôle, c'est d'accompagner l'industrie pour passer ces normes. On s'appuie sur 3 pôles. Un pôle développement qui vise à une aide à la conception pour mettre à jour les produits, notamment au niveau des propriétés peu fumées. Un pôle essai pour garantir l'accès au marché. Vous savez que dans le métier de la sécurité incendie, il faut un rapport d'essai. Ces rapports d'essai sont réalisés sous accréditation avec toutes les reconnaissances, vous voyez, qui permettent de rendre opposables les rapports d'essai pour les usages finaux. Et enfin, un pôle formation pour accompagner nos clients dans la compréhension des réglementations sécuritaires feu fumé. Donc, on a été créé en 92. On a connu un premier développement en 2016 avec une activité relative à la résistance au feu, où on a monté conjointement avec une société un laboratoire commun à Marly, dans la zone de Valenciennes. Ce qui nous différencie, c'est qu'en fait, on est tous chimistes, de la chimie à l'électrochimie à Quimpa. Ce qui explique pourquoi on a monté en 2019 un pôle batterie dédié à l'étude de la réaction au feu des batteries. À titre indicatif, on a également un bureau en Chine, un bureau en Inde, puisque nous sommes une PME sur un marché de niche, donc le marché est forcément mondial. Si vous passez dans la zone de Vroué, ce que je vous encourage à faire, vous constaterez qu'on a lancé la construction d'un nouveau laboratoire, dont vous voyez le schéma en haut, qui sera un bunker d'essai, qui nous permettra de réaliser les essais abusifs provoquant un embrasement généralisé de la batterie, que ce soit l'UL 1973, l'UL 2580, etc. Bien entendu, on prend en compte l'impact environnemental, puisque tous les effluents seront traités avec un laveur de fumée que vous découvrez à gauche. Et de même, les eaux d'extinction font l'objet d'un processus de dépollution pour être réutilisés en continu. Donc, le bâtiment devait être livré normalement en fin d'année. Suite à des problèmes d'approvisionnement de matières premières, il sera opérationnel en février. Maintenant que vous avez bien compris la typologie du CREPIM et sa complémentarité au CRIPEM 2A, je voudrais faire une transition justement sur l'appel à manifestation d'intérêt présenté par M. Suisse, à laquelle nous avez répondu dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de régénération et de réemploi des batteries. Le nom du projet s'appelle
s'appelle Rocibat. Il faut savoir que pour répondre à ce projet, on a visé bien sûr, on a misé sur une complémentarité des centres techniques du territoire. Le CRITEM 2A étant spécialisé dans le management électrique des dysfonctionnements au niveau des batteries. Le CRIPIM étant spécialisé dans la réaction au feu des systèmes complexes. Nous nous sommes associés avec un troisième laboratoire qui est un laboratoire universitaire de l'IMET, situé sur la zone de l'école de chimie de Lille, qui a des compétences en chimie, en électrochimie et en microstructure. Dans le cadre de cette association, on a décidé donc de déposer le projet Rocibat sur une durée de 3 ans. Pour que vous compreniez bien le positionnement de ce projet, je vous ai proposé un petit schéma qui vous montre les 3 boucles de recyclage classique d'une batterie. Vous voyez, la petite boucle consiste finalement à un réemploi direct des cellules ou des modules dans de nouvelles applications. La seconde boucle et la troisième boucle, la deuxième et la troisième boucle, reprennent des processus plus classiques d'hydrométallurgie et de pyrométallurgie. L'objectif du projet Rocibat vise finalement à réutiliser les cellules dans de nouvelles applications, ce qui permettra de prolonger leur durée de vie de 5 à 7 ans, ce qui permettra finalement également de décaler l'empreinte carbone liée à leur recyclage de 5 à 7 ans. Okay, et également de gérer la phase transitoire vers la valorisation ultime. Notre objectif, c'est de s'attaquer aux gisements qui seront disponibles dans le cadre d'une seconde vie, qui seront majoritairement issus de la mobilité, avec comme marché aval la mobilité légère, le stationnaire par exemple, qui seront des applications moins demandeuses en énergie et qui peuvent de ce fait utiliser des cellules issues d'une seconde vie. En termes de briques technologiques qu'on souhaite adresser à travers ce projet, c'est bien entendu développer et structurer la filière régionale, développer des protocoles de contrôle, de test et de validation, associer le dernier point à une validation de la conformité par rapport aux nouveaux usages, parce que bien entendu, il faut garder à l'esprit qu'un produit confectionné à partir de recyclats doit répondre au même cahier des charges qu'un produit neuf, en termes de sécurité d'usage et en termes de garantie des fonctions. Quelque chose sur lequel on va faire également un focus, c'est le mécanisme de vieillissement des cellules, car il n'existe pas à ce jour de méthode globale pour prédire la durée de vie des batteries. Et ça va apporter beaucoup de valeur ajoutée pour justement faciliter le recyclage dans le cadre d'un réemploi. Voilà un petit schéma qui vous présente les points d'intervention du consortium CREPI, CRITEM 2A, IMET. On va s'intéresser, bien entendu, à la caractérisation des fonctions d'usage et des fonctions de sécurité incendie au niveau de la batterie. Également, après démantèlement au niveau des sous-ensembles, pour être capable finalement de spécier les cellules suivant 3 niveaux. Un niveau bas nécessitant un recyclage classique par pyrométallurgie ou hydrométallurgie, et 2 niveaux intermédiaires qui permettra de réutiliser ces cellules dans la confection de nouveaux modules et dans la réalisation de nouvelles applications. D'accord ? Donc vous voyez que ça sous-tend un démantèlement, une caractérisation, une validation des cellules en termes d'état de santé, en termes d'état de charge et en termes de sécurité de fonctionnement, les clients potentiels étant les intégrateurs. Alors, les cellules, à l'état actuel du projet, seraient des cellules qui auront un état de charge de 51 à 100%, puisqu'on va les spécifier en fonction de leur état de charge résiduel. L'intérêt du réemploi, c'est que vous voyez que l'énergie green va être divisée par 2 ou 3, puisqu'on évite la phase de refabrication et on évite la phase ultime de revalorisation. Un point qui est également important lorsqu'on parlait de l'impact socio-économique, c'est que pour la phase de démantèlement, ce projet va mettre en œuvre des acteurs issus de la reconversion et de l'emploi aidé, notamment. Un dernier point relatif au prix du kilowattheure. On estime que sur les produits recyclés, on pourra proposer un prix du kilowattheure de 100 €.
ce qui correspond actuellement au prix que l'on trouve sur les batteries statiques disponibles en neuf. Donc, au niveau de l'offre régionale qu'on souhaite amender et renforcer, vous voyez que ça vise à développer une expertise sur l'état des batteries collectées et offrir également des outils qui vont permettre de prédire les risques et les défaillances dans le cadre de la durée de vie des batteries. Donc voilà ce qu'on souhaite à travers l'association entre l'IMEC, les Tritemsa et le TRIPIM, dans le cadre de la dynamique créée avec ACC, développer au niveau du territoire. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Franck. Donc on voit bien que ce projet Rocibat s'inscrit complètement dans la politique nationale de prévention des déchets. J'ai fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois, sur ce plan national de prévention des déchets qui favorisait justement les problématiques de réemploi et de réutilisation. Donc ce projet s'inscrit tout à fait dans cette dynamique. Et ce qui apparaît ici dans le cadre de ce webinaire, à travers les différents échanges et des débats qui ont eu lieu, c'est la nécessité de garantir, on va dire, ces produits entre guillemets de réemploi dans la durée. Et c'est exactement la finalité de votre projet, ce qui fait qu'il s'inscrit tout à fait dans cette dynamique d'optimisation des usages et d'éviter en quelque sorte d'avoir trop d'impact sur l'environnement, puisqu'il évite de passer par l'étape ultime de recyclage tout de suite. Merci bien. Bah, écoutez, je m'aperçois qu'il n'y a pas énormément de questions. Il est peut-être peu tard, c'est peut-être pour ça. Alors, ce que je proposerai pour conclure peut-être ce webinaire fort intéressant, c'est peut-être de redonner la parole quelques instants à Yann Vincent pour qu'il nous fasse un petit mot de conclusion, puis à Madame la sous-préfète. Et enfin, je conclurai totalement avec 2 éléments d'information et 2 éléments d'actualité. Merci. Écoutez, je vais être très bref. Voilà. On voit bien que autour de notre projet ACC se construit un écosystème et j'en suis extrêmement heureux. Il est évident que nous sommes engagés dans un projet qui est extrêmement ambitieux, puisque pour faire très simple, il s'agit de construire cette industrie européenne de la batterie qui n'existe absolument pas aujourd'hui, hein, et qui, si elle n'est pas construite, nous mettrait dans les mains des Asiatiques. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux et il est évident que toutes les actions contributives d'un écosystème fort qui permettent d'optimiser la performance, que ce soit la performance fonctionnelle, que ce soit la performance en fin de vie de la batterie, que ce soit la performance économique, que ce soit évidemment la performance qualité, est tout à fait souhaitable. Et donc, je me réjouis d'avoir entendu un certain nombre des présentations qui ont été faites. Il nous reste à faire en sorte que finalement le plus de fournisseurs puissent venir s'installer dans la région. Cela reste un enjeu. Cela n'est pas gagné à ce jour. Je pense que le fait que Envision vienne s'installer à Douai, plus nous, rend le territoire attractif, encore plus attractif pour les fournisseurs. Mais ceci dit, ce n'est pas fait, quoi. Ce n'est pas fait et la région a aussi à se battre pour pouvoir attirer ses fournisseurs. Encore une fois, tout ce qui contribuera à la performance de notre industrie est évidemment à saisir parce que nous ne serons un champion européen de la fabrication des batteries que dès lors que nous sommes extrêmement performants. Voilà, donc merci à ceux d'entre vous qui peuvent apporter ce support, qui peuvent contribuer au développement de cet écosystème pour ce que vous ferez dans les mois et années à venir. Merci à vous. Je profite de l'instant de conclusion qui m'est donné pour vous inviter à nous rejoindre à d'autres rendez-vous que nous souhaiterions organiser sous ce format ou sous un autre, puisque l'idée principale, c'est de continuer à échanger sur le projet d'ACC et tout ce qu'il y a autour.
Et donc, nous voudrions participer justement à ce qui est important pour nous, travailler à notre souveraineté industrielle, mais aussi à la maîtrise de la chaîne des valeurs, en profitant de l'enrichissement de tout ce qu'il y a autour de la recherche pour voir comment évolue ce projet. Yann Vincent disait que le projet se construit pas à pas. L'usine, elle n'est pas encore réalisée, mais il y a beaucoup d'énergie autour des premières étapes qui ont été réalisées dans le calendrier voulu, ce qui est toujours aussi une performance. Et je conclurai simplement pour vous dire tous mes remerciements pour ces échanges, cette participation stimulante et enrichissante. Et on vous dit à très vite. Merci, merci bien, Madame la sous-préfète. Donc moi aussi, donc merci aux intervenants, merci aux participants. Peut-être pour conclure totalement, donc deux mots d'actualité. D'abord, un mot d'actualité sur un webinaire qui se déroulera le 23 novembre prochain, qui sera sur un projet aussi important, puisqu'il s'agit d'un projet de stockage de déchets dangereux en Hauts-de-France. Vous savez que la région de France n'a pas de stockage de déchets dangereux. Et donc, Suez se propose de monter au créneau pour ce type de projet. Et donc, nous aurons l'occasion d'échanger avec eux ce 23 novembre prochain. Autre élément d'actualité, donc ça concerne le projet en vision, Gigafactory, qui est concurrente on va dire, on peut dire ça, à CC. Donc, ou complémentaire, on va dire, c'est comme ça, qui va créer un véritable cluster de la batterie dans cette région, une véritable dynamique, on va dire, autour des batteries. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement que de le signaler aujourd'hui, même si ma carrière est sur la sellette. Donc, puisque c'est la date d'ouverture de cette concertation a lieu ce soir à 18h à Lembron-les-Douais. Donc, effectivement, en vision, acteur de la batterie s'implante ou souhaite s'implanter à Douai, et la période de consultation sera ouverte ce soir. Enfin, donc, il me reste à vous donner l'énigme qui était la première question de ce webinaire, qui était pourquoi nos vies seront-elles demain plus rythmées qu'aujourd'hui? Tout simplement, et pour les amateurs de musique, ils l'auront bien compris, nous devrions voir avec toutes les batteries qui vont nous entourer un certain tempo. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.